Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Dernière journée de vœux pour François Hollande avant de présenter ce soir ses vœux aux parlementaires. Le chef de l'État va présenter dans quelques instants depuis l'Élysée ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi, c'est-à-dire aux forces économiques. Un discours à suivre bien sûr en direct sur notre antenne. Vous le voyez sur ces images, les ministres qui sont déjà installés, le chef de l'État qui ne devrait plus tarder. Et pour suivre et commenter ce discours en plateau, Jean-Louis Gombault. Bonjour Jean-Louis, notre Bonjour, chroniqueur économique. Et Michaël Zamès, notre éditorialiste politique. Bonjour Michaël. Bonjour Oriane. Alors Michaël, que peut-on attendre de ce discours de François Hollande? Des précisions aussi sur le donnant-donnant, sur les contreparties. Ça va être peut-être le mot important du jour, car François Hollande attend des contreparties de la part des syndicats et évidemment des patrons du MEDEF. C'était la principale annonce de ses vœux le 31 décembre, des précisions lors de sa conférence de presse de la semaine dernière. Et cette fois, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pas du gagnant-gagnant, c'est peut-être du gagnant-perdant pour certains, mais c'est en tout cas les contreparties aujourd'hui sont très attendues pour le président de la République et aussi certainement aller un petit peu plus loin dans ce pacte de responsabilité pour les explications, car il y a toujours un besoin d'explications. Sur ce pacte de responsabilité, Jean-Louis, une réunion ministérielle a eu lieu ce matin à 8h30 à l'Élysée. François Hollande va ce matin lancer officiellement ce pacte. Alors il va lancer le pacte. Le problème, c'est je pense qu'il ne donnera pas des précisions importantes là-dessus. Il faut qu'il lance d'abord le cadrage de cette opération. Alors il faut bien voir que jusqu'à présent, il a plutôt réussi son coup dans l'idée je veux des transformations structurelles avec l'accord des partenaires sociaux. Le grand victoire qu'il a obtenue, c'est quand même cette loi sur la flexi-sécurité, où il a fait discuter les syndicats et le patronat pendant des mois. Ils sont arrivés à un texte qui a été retranscrit de manière pratiquement copier-coller par les parlementaires. Donc ça, c'était quand même une avancée. Et il veut reproduire avec cette affaire de contrepartie sur la baisse des allocations familiales, enfin du moins la baisse des cotisations familiales, la suppression même des cotisations familiales payées par les entreprises, soit 5% de la fiche de paie des salariés. Il veut avoir des contreparties. Et là, il voudrait que syndicats et patronat se mettent d'accord sur une feuille de route, sur comment ça pourrait se passer, et après il mettra en place une structure de vérification de ces contreparties. Ça risque d'être plus compliqué que ça ne l'a été pour la fameuse loi sur la flexi-sécurité. J'en bafouille, flexi-sécurité. Ça risque plus compliqué, pourquoi? Parce qu'on voit bien que les syndicats sont très réticents. Donc il va s'adresser à eux tout à l'heure. Ils sont très réticents. L'interview de M. Maïs ce matin dans le quotidien Les Échos. Hier, l'entretien du patron de la CGT. Et même la CFDT est très réticente sur cette affaire. En revanche, il a M. Gattaz avec lui, qui vraiment applaudit des deux mains. Ah, voilà une très belle opération. Évidemment, il sait très bien que dans cette affaire, il gagne 10 milliards. Enfin, du moins, les entreprises vont gagner 10 milliards, donc il ne peut pas être d'accord. Et puis, il sait très bien que sur les contreparties, on ne pourra pas lui demander beaucoup. Et c'est vrai que le chiche de Pierre Gattaz, c'est-à-dire oui, on est prêt, on y va, a beaucoup aidé le président de la République aussi, parce que sans ce soutien de Pierre Gattaz, aujourd'hui, le pacte de responsabilité n'existerait même plus, on n'en parlerait même plus. Donc ça lui a donné un soutien, un élan au président de la République, car sans le soutien du MEDEF, on imagine que les autres syndicats, évidemment, n'auraient même pas accepté l'idée de ce pacte de responsabilité. Il a le soutien du MEDEF, les syndicats sont plus peu favorable. Est-ce que c'est un discours d'équilibrisme, Michaël, auquel doit s'atteler François Hollande dans quelques minutes? Il doit à la fois câliner le patronat, si l'on peut dire, sans froisser l'aile gauche de sa majorité et les partenaires sociaux. Mais il va être à l'épreuve de sa social-démocratie. On va voir un peu ce que ça donne. C'est effectivement d'essayer de trouver un équilibre dans un discours entre pas trop pour les patrons, un petit peu quand même pour les syndicats. Ça risque d'être quand même un discours difficile, même si aujourd'hui, on est au-delà du discours. Comme l'a dit Jean-Louis à l'instant, on va être un petit peu dans le cadrage, donc on va donner des termes peut-être un peu plus techniques. Il faudra s'attendre à un discours quand même assez technique de la part du président de la République. Et puis, il a réussi quand même un coup politique aussi intéressant. C'est la triangulation, ce qu'on peut appeler la triangulation, c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu sur les thématiques des adversaires et notamment de la droite, car la droite à l'époque avait fait aussi ses propositions de cotisation familiale, en tout cas de les supprimer par un autre mécanisme, mais ils les avait formulées. Et donc il a réussi à aller récupérer cette idée-là dans l'opposition et il met l'opposition aujourd'hui devant le fait accompli. Et l'opposition aujourd'hui se retrouve divisée presque sans voix.
Et est-ce que ce pacte, hein, vous le disiez, l'opposition est divisée, est-ce que ça peut devenir un piège politique, peut-être pour la droite, hein? Un sondage BVA paru samedi disait que 62% des Français interrogés estiment que la droite doit coopérer avec le gouvernement pour mettre en place ce pacte, et 45% des sympathisants de droite. Est-ce que ça va se retourner contre l'opposition? En tout cas, la droite est déstabilisée, c'est sûr. Elle est même presque coupée en deux entre certains... tel Jean-Pierre Raffarin, prenez Jean-Pierre Raffarin, juste pour citer cet exemple, qui dit oui, pourquoi pas, allons-y. D'autres qui sont peut-être plus sur la ligne de Jean-François Copé, sur une opposition ferme et dure, qui disent non, hors de question, nous on veut pas entendre, nous en tout cas on veut voir la couleur avant de dire pourquoi pas. Donc on voit bien que là il y a une ligne de fracture au sein même de l'opposition qui sera... Et là, c'est là où François Hollande a réussi son coup, c'est à déstabiliser cette opposition. Et aujourd'hui, la droite a peut-être un petit peu de mal à se positionner, même si on commence à voir aujourd'hui une certaine structuration, alors que normalement, la droite va annoncer son programme, ou un ébauche de programme en tout cas, à partir de la fin de semaine. On verra samedi prochain exactement ce qu'ils pourront dire sur cette thématique, mais on voit bien que là, il y a une ligne de fracture qu'a réussi François Hollande. Il a divisé l'opposition. Alors, il faut bien voir qu'en politique, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Le problème, c'est de faire plaisir au plus grand nombre. Et dans cette histoire, je pense que François Hollande a assez bien joué. Parce que vraiment, il enquiquine la droite, mais en même temps, effectivement, il y a un problème avec la gauche du Parti socialiste. Parce qu'il a certes divisé l'opposition, mais il a surtout divisé sa majorité, François Hollande. Voilà, alors diviser peut-être pas autant, mais en tout cas mettre des fissures par-ci par-là, et notamment le soutien de M. Gattaz, quelque part l'avantage évidemment dans la mise en œuvre de son affaire, mais d'un autre côté, dans la gauche du Parti socialiste, ça donne un argument. Regardez, après le CICE 20 milliards, maintenant la baisse de charges sur les cotisations familles des entreprises 10 milliards de plus, on n'est pas là pour faire la politique des patrons, enfin je vous fais pas la chanson. Donc il y a ça. Et en plus, par rapport à la droite, ce qui est très intéressant, c'est c'est vrai, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure, la droite avait dit, mais enfin, on va baisser les cotisations famille, c'était dans le programme, ça avait même été voté par le Parlement, et détruit par la gauche quand elle était arrivée, annulée. Seulement, au cours de la droite, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit, je baisse les cotisations famille et j'augmente la TVA, donc j'augmente les impôts. Or, François Hollande, c'est plus habile, je baisse les cotisations famille des entreprises et pour financer ça, je baisse les dépenses. Donc c'est quand même dans un calcul économique qui flatte plus quand même les libéraux que de financer ça par des augmentations d'impôts. Donc il enquiquine quand même la droite parce qu'en fait, il la prend à son propre piège en disant non, non, moi ça ne sera pas par des augmentations d'impôts, ça sera par une baisse de la dépense. Par contre, ça ne fait pas plaisir à la gauche de ce parti. Le problème, c'est que je pense que le président de la République maîtrise beaucoup plus, en fin de compte, la gauche, parce que les parlementaires de gauche dépendent beaucoup de lui, en réalité. Donc, ils vont protester, mais tout ça va finir par rentrer dans l'ordre, alors que la droite, ça laissera des traces. Oui, il y aura un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui sera très important. Un peu plus tard, au printemps en tout cas, mais là où il a réussi, c'est que de toute façon les parlementaires sont piégés. Ils voteront la confiance forcément au président de la République et au gouvernement. Les parlementaires socialistes, hein, Jean-Luc Mélenchon a annoncé que les parlementaires du Front de Gauche ne voteraient pas. On ne parle pas des parlementaires de droite et de l'opposition qui évidemment ne voteront pas la confiance. Ça paraît logique et presque ça tombe sous le sens. Y compris ceux du Front de Gauche, alors que Jean-Luc Mélenchon jusque-là ne parlait pas de ne pas voter la confiance au président. Et les communistes ne voteront pas évidemment. Et que feront les Verts? C'est important. Pour l'instant, les Verts donnent un Aïet Lucidi. Pourquoi pas, on dit, on verra bien. Mais c'est pas dit non plus. Il n'y aura pas des gens de droite qui voteront cette confiance? C'est impossible? Non, je pose la question. Pour l'instant, en tout cas, la tendance, c'est qu'ils ne voteront pas cette confiance. Aucun. Ils seraient d'accord, en tout cas, pour voir ce texte peut-être aboutir un jour ou l'autre, s'il y a un texte de loi qui arrive, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y aura simplement une confiance qui sera votée à l'Assemblée nationale, et puis à partir de là, ils marcheront ensemble. Et donc, à partir de là, on peut se dire aussi qu'il piège aussi une partie de sa gauche, où il leur dit simplement, vous êtes obligés de fonctionner avec moi. C'est obligé, on est tous dans le même bateau. C'est un bon coup politique de la part de François Hollande d'engager la confiance du gouvernement, c'est le seul choix, c'était la seule possibilité que ces parlementaires votent. Un vrai coup politique de la part de François Hollande, qui arrive aussi quand même début janvier avec les problèmes personnels qu'il connaît, mais avec aussi une idée très importante, c'était celle de la hausse de la TVA qui devait arriver le 1er janvier, et une forme de ras-le-bol fiscal qui était là depuis novembre, décembre, presque pendant les fêtes. On ne parlait que ce ras-le-bol fiscal, on ne parlait que de cette hausse de la TVA au 1er janvier, et avec le coup qui vient de réussir, la hausse de la TVA, plus personne n'en parle.
Alors on attend, hein, messieurs François Hollande, hein, vous le voyez sur ces images, le président de la République qui ne devrait plus tarder à faire son entrée dans cette salle de l'Élysée. François Hollande hein, qui devait prononcer ses vœux à 11 heures, un tout petit peu de retard. Est-ce que Jean-Louis François Hollande prend un risque politique en faisant confiance au patron comme il est en train de le faire? Il a dit 2 fois ou 3 fois au cours de la conférence de presse, de présentation des vœux à la presse, il a dit je prends mon risque. Il a dit ça 2 fois, je prends mon risque. Et évidemment, il y a un risque. L'idée, c'est que quand même, il restitue ces fameux 30 milliards au patron en disant vous allez en faire quand même quelque chose. L'idée, c'est que, est-ce qu'ils vont créer entre-temps des emplois? Parce que le risque dont vous parlez, ce serait celui-là. C'est-à-dire qu'une fois que le système est mis en place, on ne voit pas la courbe du chômage baisser. Mais quand on a fait la négociation sur les 35 heures, puisqu'on on a fêté le 10e anniversaire des 35 heures récemment en 1993, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait l'application des 35 heures. Il y avait baisse de charge et application. C'était très facile à vérifier. Là, sur la question de l'emploi, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise, parce qu'il n'y a pas que le coût, c'est-à-dire la baisse des charges qui lui permet de créer des emplois. Il y a la baisse des charges, le coût de la production qui lui permet d'être mieux compétitif, mais il faut aussi le marché. Et ça, François Hollande ne leur a pas dit, je vous donne la baisse des coûts et je vous donne le marché qui vous permettra de vendre et de faire fonctionner votre entreprise. Ça, il ne peut pas le donner, c'est pas possible, c'est impossible. Donc, il ne peut pas y avoir d'engagement formel, chiffré sur la création d'emplois, entreprises, et puis en plus, ce serait une économie soviétique, une complexité administrative, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il ne peut jouer quand même que sur la confiance, la conviction, et de ce point de vue, effectivement, il prend, comme il a dit lui-même, je prends mon risque. Parce qu'il y a sûrement des entreprises qui ne joueront pas le jeu, qui profiteront des avantages sans créer d'emplois, c'est possible aussi. Alors, ce qui va se passer, ce qu'on peut imaginer, en plus, il ne faut pas exagérer, si vous voulez, sur une voiture automobile, combien ça représente cette baisse de charge de 5% des cotisations famille des entreprises? En gros, ça vous représente 60 euros, 70 euros par automobile. Donc, vous baissez les charges, mais de manière qui ne sont pas absolument spectaculaires. Et j'ai fait un petit calcul ce matin, 60-70 euros de baisse de charges grâce à la baisse de cotisations famille. En gros, c'est le supplément de TVA qu'on paye à partir du 1er janvier, en passant de 19,6 à 20% sur l'automobile. On revient à la TVA. Voilà, la TVA annule, en réalité, la hausse récente va annuler. Donc, il ne faut pas attendre des miracles. Ce sont des sommes importantes, 10 milliards de baisse de cotisations supplémentaires par rapport au CICE, mais c'est pas... Sachant que le MEDEF voulait beaucoup plus. Le MEDEF demandait 80 milliards. 80 milliards. Il avait dit, je fais 1 million d'emplois, enfin du moins, je me fais fort de faire 1 million d'emplois si vous me restituez 80 milliards de charges. Monsieur Montebourg a dit, avec les 30 milliards qu'on vous accorde, créez-nous 2 millions d'emplois, c'est-à-dire 2 fois plus pour 3 fois moins de baisse de charges. Donc le débat sera sans doute épineux. Combien d'emplois peut-on créer avec 30 milliards de baisse de charges? Mais ça ne peut pas être, un nombre d'emplois considérable. C'est pas possible. Vous remarquerez que personne ne s'engage aujourd'hui à chiffrer le nombre d'emplois qu'on pourrait créer. Ni le MEDEF, ni le président de la République, ni le gouvernement, ni Jean-Marc Ayrault hier lors de ses vœux. Personne ne s'engage, c'est le flou absolu pour l'instant. Et évidemment, on imagine que s'il s'engage à créer le nombre d'emplois et qu'il n'y arrive pas, ça sera synonyme d'échec. Donc on comprend là aussi l'astuce politique qui règne entre le MEDEF et les syndicats et le gouvernement. Sur le plan économique, on dira que ça ne peut pas faire de mal, ça va même faire plutôt de bien, mais on ne peut pas mesurer le bien que ça peut faire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et je ne crois pas que le président Hollande soit en mesure de nous dire, avec les 30 milliards de baisse de charges, je compte sur X centaines de milliers d'emplois. Je pense que non, là, il prendrait non pas un risque, mais un très gros risque. Dans sa conférence de presse de mardi dernier, François Hollande a annoncé un observatoire des contreparties. Est-ce que ce matin, il peut et il doit en préciser le rôle, voire la composition?
Je ne pense pas qu'il puisse en avancer très 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 vite parce que là pour l'instant il a Gattaz avec lui. Je pense qu'il expliquera peut-être mieux les avantages de manière générale. Mais si il est trop précis sur des exigences qui de toute façon sur le plan économique ne peuvent pas rentrer dans les faits, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas baisser des charges d'entreprise en donnant des chiffres exacts de contrepartie, ce n'est pas possible. Donc, il ne va pas s'engager, à mon avis, il ne peut pas s'engager sur un tel terrain. Ça me paraît vraiment difficile. Il restera très général. Voilà. Il précisera la philosophie, mais il ne pourra pas dire l'observatoire chaque mois se réunira et verra si les baisses de charges se traduisent véritablement. Non, 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 ça me paraît difficile. Michael, il n'y aura pas d'annonce précise ce matin pendant son discours? Annonce précise, peut-être pas aussi précise que ce qu'on peut imaginer, certainement le cadre en tout cas, comment est-ce que ça va fonctionner, simplement c'est un mécano, donc il va falloir voir aussi les subtilités à l'intérieur, c'est là où on va regarder d'assez près. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est revenir certainement sur la philosophie de ce pacte de responsabilité, cette politique de l'offre, cette nouvelle façon de faire de la part du président de la République, ou en tout cas une affirmation de sa social-démocratie qu'il aurait mis déjà en place depuis 2 ans ou 3 ans, mais qui s'affirme aujourd'hui avec ce pacte de responsabilité et qui s'affirmait aussi avec le CICE. Mais là, aujourd'hui, on y voit un petit peu plus clair avec ce pacte de responsabilité. Et donc, cette politique de l'offre, c'est aussi ce qu'il va affirmer aujourd'hui, ce qui va déplaire certainement aux syndicats. Il y a de fortes chances pour qu'à la sortie, aujourd'hui, on nous dise que les syndicats, et notamment les plus à gauche, peut-être la CGT, crient un petit peu au loup, alors qu'au contraire des syndicats plus réformistes, peut-être la CFDT, on appelle à la responsabilité de chacun, et notamment avec une association, et pourquoi pas avec une alliance avec le MEDEF. Tout est possible à la sortie de cette réunion, il faudra voir. Alors je pense que si on veut avoir des annonces, on peut avoir deux. D'abord, lors de la présentation de ses vœux, 31 décembre, le président de la République a dit il faut éliminer toutes ces taxes multiples. C'est des petites taxes qui parfois, il a précisé dans sa conférence de presse, coûtent plus cher à collecter qu'elles ne rapportent globalement. On aimerait avoir là-dessus parce que est-ce que ces suppressions de ces taxes, mine de rien, si vous les additionnez, comme les petites rivières font des gros fleuves, tout ce qui est de petites taxes comme ça aux entreprises, ça fait qu'au bout du bout, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, est-ce que cette suppression de taxes dont il avait évoqué l'application au 31 décembre, est-ce qu'il va pouvoir nous donner ça s'ajoute aux fameux 10 milliards de baisse dont il a parlé à l'occasion de sa conférence de presse. Et puis un deuxième aspect qu'il a simplement évoqué à la conférence de presse, qui critiquait le RSA et la prime pour l'emploi. Il a bien dit qu'il y avait un problème de ce côté-là et qu'il s'attendait à une réforme. Or, dans les jours qui viennent, je ne sais pas, il y a un Conseil des ministres qui sera consacré à cette question. Quelle est la base importante de ce problème? C'est que c'est le problème du retour à l'emploi des gens qui sont exclus depuis un certain nombre de temps sur le marché du travail. Or, on s'aperçoit que le RSA ne fonctionne pas, ne marche pas mieux que le RMI précédent inventé par Michel Rocard et le RSA qui a ensuite été modulé par M. Sarkozy. Tout ça ne fonctionne pas. Donc, puisqu'il s'adresse quand même à des syndicats aujourd'hui, il peut leur dire voilà ce que je compte faire pour inciter au retour à l'emploi. Le président de la République, qui ne devrait plus tarder à faire son entrée dans cette salle des fêtes. Voilà. Il vient d'arriver au pupitre. Je vous laisse donc suivre en direct sur les chaînes parlementaires ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Et on se retrouve juste après pour les analyser. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs qui représentez les forces vives de notre pays, soit parce que vous animez des organisations professionnelles, des entreprises, grandes, moyennes, petites, soit parce que vous représentez des salariés ou le monde du travail. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour une cérémonie de vœux. Quels vœux formuler pour 2014? Le seul qui vaille, le seul qui nous engage, le seul qui compte, c'est l'emploi. Encore l'emploi, toujours l'emploi. Cet engagement, nous le devons aux plus de 3 millions de femmes et d'hommes inscrits à Pôle emploi. Et sans doute davantage, si l'on prend en compte ceux qui sont dans la précarité.
Cet engagement, nous le devons aux millions de chômeurs qui attendent depuis plus de 2 ans une solution qui ne vient jamais. Cet engagement, nous le devons enfin aux jeunes exposés à la précarité et qui connaissent le travail qu'avec l'intermittence, c'est-à-dire avec l'incertitude du lendemain. Cet engagement, je l'ai pris devant les Français et j'ai veillé à ce que le gouvernement puisse le tenir depuis 20 mois. Si je regarde les choses autant qu'il est possible, avec lucidité, avec objectivité, tout a été fait depuis 20 mois pour mobiliser tous les instruments. Nous les connaissons. Les emplois d'avenir, les contrats aidés, les contrats de génération, le plan de formation pour les emplois non pourvus. Nous avons pris des mesures efficaces sur le plan économique, même dans un contexte difficile. L'introduction du crédit impôt compétitivité emploi, la mise en place de la Banque publique d'investissement, le fonds de résistance économique pour venir en soutien aux entreprises les plus en difficulté, pour n'abandonner personne dès lors qu'il y a une possibilité, une solution qui s'esquisse pour la reprise. Nous avons fait aussi en sorte d'appliquer l'accord interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, dont nous voyons les premiers effets. Nous avons fait le choix aussi d'une méthode, celle du dialogue social. Et elle a fait ses preuves, puisque en 1 an, 4 grands accords ont été signés, pas par tous, mais avec toujours la participation des grandes confédérations, et avec l'idée de faire avancer le progrès. Il y a d'abord eu l'accord sur la sécurisation de l'emploi, ensuite la qualité de vie au travail, le contrat de génération, et plus récemment la formation professionnelle. Il y a eu aussi parallèlement 200 accords au niveau des branches professionnelles, ce qui est très significatif et prouve l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux. Alors, nous pourrions nous en arrêter là et considérer que ce qui a été accompli doit être simplement poursuivi. Je pourrais également prétendre que jamais autant de réformes ont été menées en si peu de mois, et des réformes structurelles. Mais je préfère, je vous l'ai dit, regarder la réalité en face. Et en ce début d'année, la croissance est faible, trop faible, pour créer durablement des emplois. Le chômage a été stabilisé, même avec une croissance faible, pour ne pas dire quasi nulle. Mais la baisse qui est attendue doit maintenant être effective. C'est maintenant que tout se joue. Je vais poser la question simplement. Où la confiance revient, et alors les investissements et les embauches repartiront plus vite et plus vigoureusement. Où le doute et l'incertitude s'installent, et alors la croissance sera molle et le chômage deviendra incompressible. Eh bien, c'est parce que je refuse le scénario de l'attentisme et de la frilosité que j'ai proposé le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est un grand compromis social qui obligera chacun à prendre des engagements, et en tout premier, l'État. Je considère qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la France ne peut pas attendre, et les chômeurs encore moins. Alors les discussions doivent commencer tout de suite, et le pacte être conclu par l'État et ceux qui ont vocation à s'engager, les entreprises, à l'occasion d'une grande conférence économique et sociale du printemps. Pour ne pas perdre de temps, le Premier ministre, dès le 27 janvier, recevra l'ensemble des partenaires sociaux. 4 chantiers seront ouverts. Vous connaissez l'esprit du pacte.
D'un côté, la baisse des charges et la simplification des normes, de l'autre côté, des engagements pour l'emploi et le dialogue social. Alors ces 4 chantiers, je les reprends. Le premier, c'est la diminution des prélèvements pesant sur le travail. J'ai annoncé ce qu'était ma volonté: supprimer d'ici 2017 les cotisations familiales pesant sur les entreprises, soit l'équivalent de 30 milliards d'euros. Pourquoi ce choix? D'abord pour faire simple. Ensuite parce qu'il n'y a pas de justification à financer sur le seul travail les prestations familiales alors que celles-ci relèvent désormais de la solidarité nationale puisqu'elles sont versées à toutes les familles, quelle que soit leur situation. Ces prestations ne seront en aucune façon remises en cause. Elles seront financées et la branche famille, comme son organisation, sera préservée. Comment atteindre cet objectif de suppression des cotisations familiales? Le crédit impôt compétitivité emploi a déjà allégé le coût du travail. Je rappelle qu'il représente 4% de la masse salariale cette année. Il sera perçu sans aucune formalité dès le mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a encore, et j'en connais, des entreprises qui pensent que le crédit compétitivité emploi, c'est une promesse, mais ce n'est pas encore une certitude. Eh bien oui, il y aura ce versement dès le premier acompte de l'impôt sur les sociétés. Et au mois de mai, toutes les entreprises en auront le bénéfice dès lors qu'elles ont des salariés. Ce crédit impôt compétitivité emploi atteindra 6% l'année prochaine de la masse salariale, avec le plafond que chacun connaît. Alors comment procéder pour supprimer l'ensemble des cotisations familiales? Nous pouvons d'abord envisager d'augmenter le CICE. C'est une hypothèse. Elle est sur la table. Nous pouvons aussi le transformer purement et simplement en baisse de charges, dont il nous appartiendra, dans la discussion, de fixer l'ampleur. Il peut également être maintenu tel qu'il est et complété par d'autres allègements. Il nous appartiendra d'en fixer les modalités. Le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale a été d'ores et déjà saisi. Il remettra son rapport sur la base de ces différentes hypothèses afin d'éclairer les choix. Au-delà même, une réflexion peut s'engager, et je vous la soumets, sur la refonte de l'ensemble des dispositifs d'exonération de cotisations qui se sont accumulés sur ces dernières années afin de les inscrire dans un cadre global, cohérent, lisible et clair, pour que les entreprises sachent bien ce qu'elles versent au système de protection sociale, comme d'ailleurs les salariés. Le deuxième chantier, c'est la fiscalité des entreprises. Ce sera l'objet des assises qui seront lancées, là encore, dans les prochains jours, autour du Premier ministre avec les membres du gouvernement et qui associeront tous les responsables. 3 objectifs doivent être recherchés. Premier objectif, c'est la stabilité. Rien n'est pire en économie que d'avoir une forme d'incertitude, de penser que les règles qui ont déjà été fixées, au moment où elles sont appliquées, sont déjà en train d'être réformées. Vous connaissez, hélas, cette règle, c'est-à-dire le défaut de toute stabilité depuis trop d'années. J'ai donc décidé que seront maintenues jusqu'à la fin du quinquennat toutes les mesures qui incitent à l'investissement. Le crédit impôt recherche, désormais étendu à l'innovation, le régime fiscal des plus-values mobilières, le renforcement du statut de la jeune entreprise innovante,
et la fiscalité de l'épargne, aussi bien pour l'assurance vie que pour le plan d'épargne en action. Voilà ce qui n'est pas dans le champ de la discussion. Alors le second principe que nous devons rechercher dans ces assises sur la fiscalité des entreprises, c'est l'efficacité. Il s'agit de taxer moins la production et l'emploi et d'associer davantage les salariés à la réussite de l'entreprise. Enfin, le troisième objectif, c'est la visibilité. Là aussi, si l'on veut que les entreprises investissent, si l'on veut que notre pays soit attractif, si l'on veut qu'il y ait du côté des épargnants un engagement sur le long terme, si l'on veut que les salariés prennent également toute leur part dans l'activité productive, y compris dans le partage des résultats, chacun doit connaître la trajectoire. Celle-ci sera fixée pour l'évolution des prélèvements, d'ailleurs aussi bien pour les entreprises que pour les ménages, jusqu'en 2017, avec la perspective d'une harmonisation avec nos plus grands voisins européens à l'horizon 2020. Et une première étape interviendra dès 2015. Ces engagements, qui sont lourds de la part de l'État et qui prennent la forme de baisse de cotisations, voire de suppression, et de maîtrise de la fiscalité, ne seront pas financés par un transfert vers les ménages. Je m'y refuse, au regard des efforts qui ont été demandés depuis 18 mois pour le rétablissement des comptes publics. Que les choses soient donc bien claires, ici comme au-delà de cette salle. Ce sont sur les dépenses publiques que nous devons faire les efforts indispensables pour faire le chemin ensemble. Mais pas n'importe comment, pas n'importe où et pas sur n'importe qui. L'enjeu, c'est de préserver notre modèle social et la qualité de nos services publics. Mais c'est aussi de faire toutes les économies qui sont possibles. Le troisième chantier, c'est celui de la simplification. L'objectif, c'est d'en finir avec ce qu'on a pu appeler un impôt papier, impôt d'ailleurs payé aussi bien par les entreprises que par les particuliers. C'est-à-dire toutes ces contraintes, lourdeurs, complexités qui font que nous mettons plus de temps pour embaucher, pour investir, parfois même pour consommer. Dès lors, si nous faisons cet effort de simplification, nous pouvons gagner des points de croissance sans qu'il en coûte quoi que ce soit à l'État, quoi que ce soit aux contribuables et quoi que ce soit aux fonctionnaires. Il s'agit tout simplement de nous faciliter la vie. Et ça suppose un changement de comportement, de mentalité, fondé sur un principe qui est simple, qui est celui de la confiance. Je fais confiance, je ne soupçonne pas, mais en revanche, il y a des contrôles qui se feront a posteriori. C'est la règle. On gagne du temps. Et si on gagne du temps, on gagne de la croissance, on gagne de l'emploi. Parce que ce qui était prévu d'être fait dans 2 ans ou dans 3 ans peut se faire dès à présent. Des décisions ont déjà été prises. Un projet de loi d'habilitation a été présenté en décembre devant le Parlement et il nous permettra d'agir par ordonnance. Des décisions ont déjà été prises qui concernent notamment la simplification comptable. 1 million de TPE et de PME sont d'ores et déjà bénéficiaires de ce système. Nous avons également les procédures collectives qui doivent être réformées, mais je veux qu'il y ait là encore un mouvement qui soit encadré, qui soit cohérent et qui puisse associer tous les acteurs. J'ai donc décidé de confier à un parlementaire, Thierry Mandon, et à un chef d'entreprise, Guillaume Poitrinal, l'ensemble de la responsabilité de la simplification. Ils passeront en revue
les 10 actes clés de la vie d'une entreprise, de sa création jusqu'à sa transmission, en passant par l'ouverture des usines, l'accès aux marchés publics et les contrôles administratifs et fiscaux. Il ne s'agit pas d'amoindrir les protections, aussi bien sur le plan social que sur le plan environnemental, mais il s'agit de faire en sorte que les règles puissent être plus efficaces, plus simples, plus lisibles et plus compréhensibles. C'est un enjeu aussi majeur pour l'attractivité de notre territoire. Ces deux personnalités me présenteront leurs premières conclusions en mars, car là aussi, il n'y a pas de temps à perdre. Le gouvernement préparera immédiatement un nouveau train de mesures de simplification qui seront, pour l'essentiel, mises en œuvre par voie d'ordonnance. Et ce processus se répétera tous les 6 mois. Le 4e chantier du pacte, ce sont les contreparties. Je dirais même qu'elles forment un tout avec le pacte, qu'elles ne peuvent pas être dissociées, séparées, segmentées. Elles sont le pacte. Elles devront donc être définies parallèlement aux 3 autres chantiers, dans le cadre d'une concertation impliquant les partenaires sociaux et associant également le Parlement. Ces contreparties devront être claires, précises, mesurables et donc vérifiables. Pour être crédibles et donc respectées, le dialogue social est un élément essentiel. Mais pour être crédibles et pour être respectées, ces contreparties doivent être peu nombreuses et centrées sur 3 objectifs principaux. Le premier, c'est évidemment le nombre de créations d'emplois, prioritairement pour les jeunes et pour les seniors, à travers le développement des formations en alternance, l'apprentissage, les contrats de génération et, d'une manière générale, le volume global des embauches. Le deuxième objectif, c'est la qualité des emplois, à travers la formation des salariés, l'amélioration des grilles de classification et la réduction de la précarité du travail. Enfin, dernière contrepartie, les entreprises doivent s'engager à investir davantage en France et à relocaliser autant qu'il est possible leurs activités sur le territoire national. Mais là aussi, je préfère être direct et simple. Il ne peut être question d'indications générales, mais pas davantage de critères inadaptés à la diversité des entreprises. On ne peut pas demander à une grande entreprise d'avoir les mêmes engagements qu'une petite ou une moyenne. Ça dépend aussi des secteurs. C'est pourquoi les contreparties devront être posées au niveau national, dans un cadre qui est celui de l'interprofessionnel, mais aussi au niveau des branches, afin que les contreparties soient appréciées pour être évaluées quant à leur mise en œuvre effective. Chaque année, il sera ainsi possible de regarder si les équilibres du pacte sont tenus à mesure que les étapes d'allègement sont franchies. Un observatoire sera mis en place, je l'ai dit, avec les partenaires sociaux, le Parlement qui sera représenté, et cet observatoire sera présidé par le Premier ministre. Le pacte de responsabilité ne suppose pas nécessairement l'accord de tous, et je le comprends. Mais il appelle la participation de tous, parce que nous devons, chacun à notre place, aller jusqu'au bout de ce qu'est notre mission. Nous avons des sensibilités différentes, parfois des intérêts qui peuvent être contradictoires, mais nous avons la même passion qui est celle de la réussite de notre pays. C'est pourquoi chacun est appelé à y prendre sa part. L'État d'abord, et pour donner toute la force, toute la pérennité, toute la solennité nécessaire, je demanderai au gouvernement
de solliciter un vote de confiance devant l'Assemblée nationale sur le document qui sortira de la discussion sur le pacte. Voilà l'enjeu pour ce premier semestre 2014, car c'est l'agenda que je vous propose. Prendre davantage de temps, laisser ainsi des chantiers ouverts et jamais refermés, attendre les travaux d'experts qui s'accumulent, se contredisent, ou voire se reproduisent. Si je prenais l'ensemble des rapports qui ont été faits sur le financement de la protection sociale, même cette salle ne suffirait pas à les contenir. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Et c'est ce que nous aurons à faire ensemble. C'est ça le calendrier que je mets devant vous, celui de l'agenda du pacte de responsabilité. Mais en 2014 peut s'ouvrir aussi une nouvelle phase de dialogue social. D'abord, il y a un rendez-vous immédiat qui est celui du renouvellement de la convention d'assurance chômage. L'objectif, même si ce sont les partenaires sociaux qui en ont la responsabilité, l'objectif, c'est de favoriser un meilleur accès des demandeurs d'emploi à la formation. C'est d'inciter davantage encore au retour vers l'emploi. Et c'est de consolider le régime sans renvoyer, ce serait trop facile, vers la solidarité nationale les chômeurs qui ne seraient plus indemnisés. Une fois cette négociation accomplie, peut s'ouvrir, et ce sont les partenaires sociaux qui en décideront, j'y suis pour ma part favorable, une négociation sur la qualité du dialogue social. Il s'agit de reprendre un chantier qui a été ouvert depuis plusieurs années, mais lui-même jamais conclu, sur la participation des salariés à la vie de l'entreprise, à travers notamment les institutions représentatives du personnel. Un document d'orientation sera proposé aux partenaires sociaux lors de la grande conférence du printemps, avec la perspective d'aboutir avant la fin de l'année. Quel est l'objectif? Un dialogue moins formel, mais plus efficace. Et une présence syndicale qui puisse être réelle dans l'ensemble des entreprises, afin que le dialogue puisse être noué. Et puis, il y a un débat que je veux ouvrir avec vous, l'ensemble des forces vives. C'est le grand débat national sur la France dans 10 ans. Parce que nous sommes tous concernés. La France dans 10 ans, ce n'est pas l'affaire simplement de l'État. La France dans 10 ans, elle sera ce que les entreprises auront fait de leur stratégie, de leur capacité à se déployer, de leur innovation. La France dans 10 ans, elle sera ce que les salariés français auront réussi par leur savoir-faire à inventer, à produire. La France dans 10 ans, elle sera ce que les agriculteurs auront été capables d'imaginer pour diversifier leur production et la rendre encore plus appréciée sur les marchés extérieurs, tout en assurant la sécurité alimentaire ici. La France dans 10 ans, elle sera ce que les chercheurs, ce que les enseignants, ce que les grandes universités auront été capables de faire. La France dans 10 ans, elle sera ce que nous-mêmes, comme citoyens, nous aurons pu faire de la République. Être capables de donner la priorité à l'école, parce que c'est le lieu où se forment des citoyens de demain. Et hélas, un lieu où peut se nouer déjà les premières inégalités. Voilà pourquoi je souhaite que ce débat sur la France dans 10 ans soit mené largement. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective va bientôt présenter un document d'orientation. Il sera soumis au Conseil économique, social et environnemental et fera l'objet d'une délibération collective sur ce que nous avons en commun comme capacité pour décider de notre destin. Il y a dans notre pays deux sentiments qui se font parfois violence entre eux. Il y a toujours l'exaltation de notre orgueil national, notre fierté,
Nous sommes la France, un pays forcément différent des autres, exceptionnel, disent les plus fiers, j'en suis. Et nous sommes toujours les premiers à penser que nous pouvons influencer le monde. Et c'est bien que nous ayons cette encore force de conviction. Et puis, dans le même moment, parfois dans les mêmes esprits, il y a le dénigrement, la nostalgie, le doute. C'était bien la France avant. Mais avant quoi? Avant la crise? Mais quelle crise? Avant la guerre? Mais quelle guerre? Alors, si l'on songe aux 30 Glorieuses, enfin, il y a eu mai 68 pour ceux qui sont les plus anciens comme moi. Il n'y a pas d'âge d'or. Il y a simplement le nouvel âge que nous devons préparer. Alors, si on prend la France telle qu'elle est, à la fois traversée par le doute, le scepticisme et en même temps par la fierté d'être elle-même, par la considération de son destin, nous devons agir. Il y a des caricatures que nous pouvons laisser faire ici, à l'extérieur. C'est souvent complaisant, mais ça peut finir par atteindre notre propre attractivité, parce que nous devons attirer aussi des investissements qui viennent de partout. Et vous m'accompagnez, un certain nombre de chefs d'entreprise, dans mes déplacements. J'apprécie à chaque fois la qualité des produits que vous présentez, le haut niveau de la technologie. Je suis moi-même fier quand des chefs d'État ou d'autres chefs d'entreprise que vous rencontrez me disent combien ils attendent de l'innovation française un moyen de prospérité dans leur propre pays. Donc je suis conscient des atouts qui sont les nôtres. De grandes entreprises de taille mondiale, des domaines d'excellence, une recherche appréciée, un système éducatif qui, malgré ses insuffisances, reste à un bon niveau, des PME qui sont reconnues pour leur faculté d'innovation, d'adaptation, des artisans qui font notre réputation partout dans le monde, une industrie numérique particulièrement ingénieuse, un secteur énergétique qui nous offre une indépendance précieuse pour assurer la transition. Voilà pourquoi j'ai confiance. La France peut réussir. La France va réussir si elle se rassemble sur l'essentiel, sans rien occulter de nos différences, de nos sensibilités, je l'ai dit même, de nos intérêts qui peuvent parfois être contradictoires. Mais il y a un intérêt supérieur qui est celui du pays tout entier. C'est le sens du pacte de responsabilité. Il appellera des réformes structurelles, des changements de comportement, une gestion différente des deniers publics. Il implique forcément une prise de risque. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de possibilité de gain, de victoire, de réussite. Le risque, il s'appelle le mouvement. Le mouvement, il doit être collectif. Il ne doit être pas forcément pour les uns ou au détriment des autres. Il doit être pour les uns et pour les autres. Ce pari, il sera gagné si les engagements sont partagés, sont vérifiés et sont crédibles. Ce pari, il sera gagné si les partenaires sont respectés. Ce pari, il sera gagné si la parole de l'État se transforme en acte. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je n'ai pas d'autre objectif que de gagner la bataille pour l'emploi et je considère même que c'est une démarche aujourd'hui de salut public. Je vous remercie pour votre attention et je dis vive la République et vive la France. François Hollande vient donc de présenter ses vœux aux forces économiques en direct de l'Élysée. Alors Mickaël, que peut-on retenir de ce discours du chef de l'État? Un discours d'urgence, un discours où il faut
s'activer, être en perpétuel mouvement, en mouvement pour François Hollande, parce que s'il ne bouge plus François Hollande, eh ben il est mort politiquement François Hollande. Donc aujourd'hui, il doit bouger tout azimut et rassembler. On l'a senti dans ses propos, cette urgence, Mickaël. À plusieurs reprises, le chef de l'État a dit « Je refuse l'attentisme, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller vite ». C'est nouveau, ça, dans la bouche de François Hollande. Et c'est nouveau depuis presque les vœux du 31 décembre. C'est vrai que là, il y a eu un changement de politique, une façon de dire « ça ne va pas assez vite, mobilisez-vous ». Il a mobilisé ses ministres, mobilisé le Premier ministre, et ils ont décidé ensemble qu'il fallait bouger parce que sinon, effectivement, dans les sondages, c'est la perte de popularité. Et pour les Français, évidemment, une perte de crédibilité. Donc, du coup, il doit bouger, proposer. Mais ce discours aujourd'hui, qui était en dotant tout d'abord le mécano du pacte de compétitivité, même si on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis un discours peut-être de rassemblement, de voilà la France, comment elle sera dans 10 ans. C'est ce qu'on demande à un président de la République, c'est de fixer le cap, de dessiner la France de demain. C'est un peu aussi le vœu de François Hollande quand il y a plusieurs mois, il avait réuni ses ministres pour dire quelle France en 2025. Et tout le monde avait un petit peu rigolé. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'il met en place, c'est-à-dire le oui pour les entreprises, quelle également aujourd'hui la fierté des entreprises, la fierté de la France. Lui, il se dit fier de la France et c'est comme cela que nous pouvons réussir. Et puis la deuxième partie, moi, de ce que je vois aujourd'hui, c'est simplement la remise en place de tout ce qui a été fait en 20 mois. Toutes les différentes réformes qui ont été menées, je pense au CICE, au contrat d'aidé, au contrat de génération, l'accord de sécurisation pour l'emploi qui avait été disséminé par-ci, par-là, tous les mois, toutes les semaines, une annonce. Eh bien aujourd'hui, finalement, ce pacte de responsabilité, c'est finalement un grand vase dans lequel on met toutes ces réformes et qui est offert aux responsables syndicaux et aux Français en disant voilà ce que je vous propose pour les prochaines années, voilà ce qui est le pacte, voilà tout ce que j'ai fait depuis 20 mois. Aujourd'hui, tout est sur la table, à vous de négocier. Voilà, c'est aujourd'hui finalement ce compromis qu'il propose aux syndicats et au gouvernement. Bien sûr, le gouvernement sera associé. Finalement, comme le dit Mickaël, Jean-Louis, ce pacte de responsabilité, ce n'est pas vraiment une mesure nouvelle, c'est plutôt une manière habile de regrouper toutes les réformes annoncées par François Hollande depuis plusieurs mois. Oui, en écoutant Mickaël, je me disais, en fin de compte, le pacte de responsabilité, c'est la synthèse, quelque part. Exercice auquel M. Hollande est féru et connaît bien, dont il connaît bien la pratique. Alors, c'est vrai que si on réfléchit 5 minutes entre nous, on voit bien qu'il n'y a pas des nouvelles fracassantes dans ce que nous a annoncé le président de la République, sauf que quand même sur l'aspect pacte de responsabilité et contrepartie, il a été plus précis que je ne le pensais avant son intervention et dont nous avions discuté auparavant. Parce qu'en fait, il dit bien qu'il faudra des engagements concrets sur l'emploi, sur le produit français. Il dit bien qu'il faudra que ce soit signé, il faudra que ce soit par branche également. Franchement, je n'arrive pas très bien à voir, je vois très bien sa pensée, mais je ne vois pas très bien comment cela va fonctionner concrètement. Il y aura des réunions pour un suivi, il parle bien d'un suivi. Tout ça sera mis sous la responsabilité du Premier ministre. Donc là, il a insisté là-dessus, c'est très important. Donc son affaire est quand même dans sa tête. En tout cas, c'est le plan de programme est quand même assez clair. Il est vrai aussi qu'il annonce une deuxième information. Il est vrai que le fait que l'on baisse les charges des entreprises globalement de 30 milliards, c'est quelque chose de considérable parce que si vous prenez l'ensemble des baisses de charges, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment, dans l'économie française, l'ensemble des baisses de charges aujourd'hui, c'est à peu près 25 milliards. Il rajoute 30 milliards. Donc là, à partir du moment où vous arrivez à plus de 50 milliards de baisse de charges, je parle de celles qui ont été introduites déjà depuis M. Raymond Barre, donc tout ce système, il y a peut-être besoin d'une restructuration, il le dit même lui-même, on va peut-être revoir un peu le fonctionnement de tout ça. Donc l'ensemble du paquet baisse de charges à l'avantage des entreprises pourrait être restructuré, revu. Ça, c'est évidemment aussi un énorme chantier. Par exemple, les baisses de charges sur les 35 heures, les baisses de charges pour des emplois aidés. Enfin, il y en a des quantités et tout ça mériterait peut-être d'être restructuré. Dernier point, vous avez remarqué quand même, il l'avait déjà dit dans sa conférence de presse, la France dans 10 ans. Jusqu'à présent, le président de la République disait « Je veux que dans 5 ans, à la fin de mon quinquennat, la France soit plus forte qu'elle ne l'était lorsque je suis rentré en fonction. » Et là, il n'arrête pas de nous dire la France dans 10 ans. C'est-à-dire, donc ça veut dire quand même quelque part,
Je serai peut-être Je encore suis candidat. je suis encore là à la fin. Je serai candidat Il à y a la peu fin de de mon doute, il y a peu de quinquennat. doute aujourd'hui, même à Voilà. l'issue de la conférence de presse de François Hollande, on avait quasiment tous compris également qu'il serait candidat aux prochaines élections présidentielles. Ça fait peu de doute en tout cas. Là aussi où il faut parler, c'est qu'il y a mobilisation sur le chômage. Mais on ne parle plus de l'inversion de la courbe du chômage. C'est fini. On est passé sur autre chose. Aujourd'hui, c'est le pacte. Et tout est dans le pacte. Et cette inversion de la courbe du chômage se fera avec les syndicats, avec les entreprises et dans le pacte, encore une fois. Donc, tout est englobé dans ce pacte. On pourra tout y mettre. Et si ça ne marche pas, ce sera la faute du pacte et de ceux qui n'auront pas voulu que ça marche. Il ne parle plus de cette inversion, effectivement, comme le souligne Michaël Jean-Louis. Il parle de bataille pour l'emploi. Il a dit lors de sa conférence de presse que la bataille pour l'emploi n'était pas gagnée. Il reconnaît finalement qu'il ne pourra pas tenir sa promesse. La promesse étant inversion de la courbe du chômage, fin 2013. Lundi, on va avoir les chiffres de décembre qui nous donneront le bilan global de 2013. Depuis l'arrivée de François Hollande, le chômage a augmenté de 300 000. Si on se tient à la catégorie A, si on se tient à toutes les catégories, ça fait à peu près 500 000. Et effectivement, le chiffre de lundi, je ne vois pas pourquoi enregistrerait une baisse qui lui permettrait d'avoir une petite bonne nouvelle. Donc, il ne va pas dire, voilà, on y est, puisque lundi, il risque d'être contredit. En fait, il est assez franc quand même dans son propos, parce qu'il dit, voilà, voilà ce que j'ai fait, flexi-sécurité, enfin, tout ça a été rappelé tout à l'heure par Michaël, et il se rend compte que sa fameuse boîte à outils, parce qu'il avait beaucoup parlé de la boîte à outils, sa boîte à outils, la croissance est nulle. Il le dit, d'ailleurs, je crois, il dit au début, la croissance est, pour ne pas dire nulle, politiquement, ça ne marche pas, il y a une impopularité, il a besoin d'un coup d'accélérateur pour, évidemment, réanimer la conjoncture, parce que la France fait un taux de croissance quand même qui est inférieur à la moyenne de ses partenaires. Ça, c'est inquiétant. Et deuxièmement, remobiliser ses troupes. Donc il a un problème d'accélération politique et économique. Et effectivement, il s'est aperçu que c'était peut-être plus compliqué qu'il ne le croyait au départ. Cette inversion de la courbe du chômage qu'il avait prévu, non, ça s'est remis à plus tard. Il y a une crainte également dans l'entourage de François Hollande, quand on parle un petit peu avec eux, c'est le retour de la croissance dans d'autres pays. On a beaucoup parlé de l'Espagne ces derniers temps. La croissance revient petit à petit en Espagne. Et imaginons qu'elle revient plus fort en Espagne qu'en France. Et alors là, François Hollande aurait perdu son pari. Et donc, il y a une grande crainte de la part de son entourage, parce qu'on dit, ça sera un symbole, et du coup, on dira, regardez, l'Espagne, ça fonctionne, la France, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Donc, du coup, là, il serait pris presque en défaut sur sa politique de croissance. On est moins bon que les plus forts, c'est-à-dire les Allemands, sur la croissance, et on risque d'être moins bon sur les plus faibles, l'Espagne. Ce sera un déclassement de la France, là, quasiment. C'est vraiment un problème, et d'autant plus que Espagne et Allemagne sont dirigés quand même par des libéraux, des partis de droite. Donc, c'est pas bon. Donc, il y a incontestablement un besoin d'accélération. La boîte à outils qu'il a mise en place ne suffit pas. Et donc, il resynthétise le tout dans son pacte de responsabilité. Donc, il avait une boîte à outils. Maintenant, il a un couteau suisse, en quelque sorte, on peut dire la chose comme ça, et pour un peu redynamiser un peu son affaire. Un mot juste sur le CICE, Jean-Louis. On se demandait un peu ce qu'allait devenir le CICE. Et finalement, François Hollande a laissé toutes les options sur la table. Oui, exactement. Ça, c'est important. On sans le demander, mais on avait quand même une réponse. C'est-à-dire qu'on disait, d'après ce qu'il a dit à la conférence de presse, ça veut dire que le CICE va disparaître au profit d'une baisse de charge globale. Il était moins net, là. Il a dit il y a différents dossiers sur la table, parce que le CICE, c'est un crédit d'impôt. Ce n'est pas exactement une baisse de charge qui permet une baisse des coûts. Bien sûr, ça représente 4% du salaire, mais ce n'est pas une baisse du coût de production. C'est une baisse, en réalité, de l'impôt sur les bénéfices des entreprises plafonné. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et les entreprises préfèrent une baisse nette, celle qu'avait proposée M. Sarkozy, une baisse nette et précise des charges et donc de leurs coûts. Or, là, quand on regarde ce qu'il nous a dit aujourd'hui, ça fait partie c'est sur la table, c'est un d'autres éléments, mais il ne dit pas, par exemple, que la baisse de charge serait intégrée au CICE. Alors qu'on avait cru plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le CICE serait fondu dans une baisse de charge. Et là, quelque part, il pose l'idée que ça pourrait être un élargissement du CICE. Donc, c'est pas net. Il dit à discuter.
Très bien, merci beaucoup Jean-Louis, merci Mickaël. C'est donc la fin de ces vœux de François Hollande aux forces économiques. Dernière cérémonie de vœux pour François Hollande, ce sera ce soir à 19h30, le chef de l'État qui présentera ses vœux aux parlementaires. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Démocratie, Tunisie, femmes, liberté, égalité.